Alors, c'est la période des résultats donc pour le Q1 ou bien le T1 2025. Alors, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont publier cette semaine. Donc, certains ont déjà commencé la semaine passée. Et aujourd'hui, on va parler de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, donc dans le secteur ici de la santé. À quoi s'attendre au Q1? On pense que dans cette industrie-là, je pense qu'il y a déjà Johnson Johnson qui a publié ses résultats financiers. Donc, quand moi, je vais lire les rapports financiers de ces différentes entreprises, qu'est-ce que je m'attends à voir de manière générale. Donc, ça prend en considération aussi la lecture des rapports financiers précédents ainsi que des perspectives, ainsi que des attentes de ces différentes entreprises-là pour le Q1. OK? Donc, je dis ici que ce que je raconte présentement, c'est uniquement en termes d'attente. Donc, on va dire ici, c'est de la guesstimation, mais une guesstimation basée sur ma propre lecture des rapports financiers, d'accord, sur ces différentes entreprises. En tout cas, pas sur toutes les entreprises du secteur d'activité, mais au moins sur les leaders. Donc, quand on parle des leaders ici dans ce secteur d'activité, vous pouvez les classer ici par chiffre d'affaires ou bien par captation boursière. Si on les prend ici par captation boursière, vous devez lire sur Eli Lilly, Johnson Johnson, AbbVie, Novo Nordisk, Roche, Novartis, Sanofi, Amgen. Mais attention, on a même Zoetis également, d'accord? Parce que Zoetis également, la santé, mais c'est la santé animalière. Voilà. Il faut à peu près déterminer quelques entreprises ici et histoire de voir quelles sont les tendances à venir sur ce secteur d'activité. Donc, on a pris ici les biotech et les pharma. OK? Donc, on va aller rapidement. Donc, je vais juste prendre ça et boum. OK. Alors, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques affichent une belle confiance pour ce début d'année 2025. Je rappelle ici que les perspectives ici sont essentiellement nord-américaines. C'est le plus gros marché de manière générale. OK? Donc, c'est pas parce que on sait nord-américaine que ça ne concerne pas également Sanofi ou bien Novo Nordisk. D'accord? Donc, les perspectives ici, les entreprises de ce secteur-là affichent une belle confiance pour ce début d'année 2025. Leur secret, simple, une croissance soutenue des bénéfices par action alimentée par plusieurs moteurs, c'est ça le plus important. Tout d'abord, la demande pour les thérapies existantes reste robuste, portée par des besoins médicaux toujours croissants. Ensuite, le lancement de nouveaux traitements rencontre un franc succès, renforçant la position de ces entreprises sur le marché. Mais ce n'est pas tout. Les fusions et acquisitions continuent d'animer le secteur, permettant aux entreprises de mutualiser leurs forces et d'élargir leur portefeuille. Pour ceux qui sont dans le top premium, on a parlé ici des acquisitions depuis l'année précédente, d'accord, dans ce secteur d'activité, parce qu'on avait également ce risque de par rapport au patent cliff. Donc, on a certaines de ces entités-là qui avaient beaucoup d'argent, donc avec un potentiel ici de fusion et acquisition. Donc, on a eu les Pfizer, etc. Donc, en parallèle, des efforts constants pour optimiser la productivité et réduire les coûts portent leurs fruits. Résultat, des marges améliorées et une rentabilité en hausse qui devrait continuer de soutenir la croissance à court terme. Il faut faire attention ici. Quand on dit optimiser la productivité et réduire les coûts, en termes de réduction des coûts, faites attention au pôle recherche et développement. C'est une dépense en capital, même si ce n'est pas une dépense en capital obligatoire. On va dire que ça reste un coût variable. Donc, les entreprises peuvent avoir tendance à le réduire ici, à réduire ce poste-là pour augmenter les bénéfices nets par action. Donc, faites attention. Quand vous allez regarder ici les bénéfices opérationnels, posez-vous toujours la question, surtout quand on a des bénéfices opérationnels positifs, demandez-vous toujours, est-ce que le pôle recherche et développement a diminué ou augmenté? Il faut également reconnaître que ce n'est pas parce que le pôle recherche et développement est moins élevé, disons en termes de pourcentage par rapport à nos concurrents, on est forcément en train de prendre une mauvaise décision. Vous pouvez comparer ici, Eli Lilly et Novo Nordisk n'ont pas les mêmes marges bénéficiaires, tout simplement parce que Eli Lilly investit massivement en recherche et développement, dans ce que Novo Nordisk, enfin, si on dit massivement, Novo Nordisk le fait également, mais à une moindre échelle. Ça porte également ses fruits, mais il faut mentionner une chose ici, que ça se voit également au niveau du pipeline. Par rapport à Eli Lilly, ça se voit au niveau du pipeline. Ils ont énormément de médicaments ici dans leur pipeline de recherche, surtout dans la dernière phase. Donc, on pourrait se dire ici que le futur semble radieux pour cette compagnie-là. Et donc, vous pouvez comprendre ici que les attentes sur Eli Lilly sont un peu plus élevées que sur Novo Nordisk qui dépendent voilà, de quelques médicaments, on va le dire comme ça. Mais des médicaments également très demandés. Attention, ne crachez pas à la figure de Novo Nordisk, elle est sous-évaluée présentement. Bref, vous connaissez le problème des pharmaceutiques. D'accord? Donc, pour les investisseurs ou les curieux du secteur, cela montre une chose. Les géants de la pharma et de la biotech savent naviguer dans un environnement complexe en misant sur l'innovation et une gestion stratégique. Donc, maintenant,
À l'inverse, le segment des outils et des services des sciences de la vie traverse une période plus délicate. On va se dire ici que ce segment-ci propose, enfin pas le segment, mais on va se dire que c'est une industrie également à part entière. Elle propose des services aux entreprises pharmaceutiques et biotech. Donc je les ai mis ici ensemble parce que si une va bien, si les biotech vont bien, ce segment pourrait aller bien. J'ai bien dit pourrait bien se comporter. D'accord? Donc à l'inverse, le segment, mais enfin, on va vérifier si c'est le cas. Donc, à l'inverse, le segment des outils et services des sciences de la vie traverse une période un peu plus délicate. Donc, les prévisions pour le T1 2025 tablent sur une légère baisse moyenne du BPA. Donc, on parle ici de quelque chose moins d'1% ici par là. Donc, par rapport à l'année précédente, donc, cette contre-performance s'explique principalement par une croissance plus faible des revenus dans un contexte où la demande mondiale reste restreinte pour leurs services. Okay? Les résultats varient d'une entreprise à l'autre, mais le tableau général, donc toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, mais le tableau général reflète des défis liés à des budgets clients plus serrés et à une prudence face aux incertitudes macroéconomiques. Donc, ce n'est pas parce que les pharmaceutiques rapportent beaucoup d'argent qu'en termes de dépenses en capital, elles vont avoir tendance à investir massivement. OK? Donc, il y a un certain attentisme ici. La priorité est à la réduction des coûts de production, augmentation de la recherche d'optimisation, même si techniquement, quand on augmente ici la recherche d'optimisation, il y a un certain ruissellement dans cette industrie-ci. Et on peut, enfin, dans l'ensemble, c'est ce que je vois ici à court terme. OK? Donc, les budgets sont un tout petit peu plus serrés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, comme je l'ai dit, la priorité est au niveau des acquisitions, au niveau des acquisitions ici, et l'augmentation des budgets de recherche, la gestion des coûts du personnel, parce qu'on est en période, enfin, même si vous pensez que l'inflation a diminué, mais dans ce secteur d'activité-là, vu qu'on a besoin d'un certain personnel spécialisé, donc il faut généralement ici les recruter, voilà, les salaires ont tendance également à augmenter. Donc, il y a un certain attentisme, on va se dire, à ce niveau-là. Donc, on va se dire, donc le tableau reflète des défis liés à des budgets clients plus serrés et à une prudence face aux incertitudes macroéconomiques. Les entreprises de ce segment qui fournissent des technologies et des services essentiels aux laboratoires et aux centres de recherche doivent donc redoubler d'efforts pour convaincre leurs clients de maintenir leurs investissements. Donc, en date d'aujourd'hui, on va se dire que dans ce secteur-là, je ne m'attends pas à grand-chose. Et donc, on va bien regarder ici à quoi ça ressemble. Donc, on va juste ici, on prend... je vais aller là, je mets ici, c'est Tools, voilà, Life Science and Tool Services, voilà, donc j'ai pris Europe et Amérique du Nord ici, et donc voici ce que ça, enfin, donc vous avez Thermo Fisher, Danaher, Lonza, qui est une européenne, Agilent, Ixvia, unité de recherche, enfin, qui je pense que c'est, bon, bref, c'est pas le but ici, mais Ixvia, allez-y voir ce qu'elle fait, je pense qu'elle fait à peu près la même chose que Medspace. Vous avez Sartorius, il me semble qu'elle a dû publier des résultats financiers ici dernièrement. Bref, voilà à peu près l'ensemble des entreprises qui opèrent dans ce secteur d'activité-là, qui est un secteur d'activité assez intéressant de manière générale. Très souvent ici, très souvent également, c'est un secteur qui a un pricing power. Bref, on va se dire on va s'attendre ici à un certain ralentissement. Donc moi, je serais un peu prudent dans ce secteur en date. Mais après, c'est un seul trimestre. Il faut toujours avoir une vue générale sur le long terme, comme on dit souvent. Donc si je regarde ici une entreprise que j'aime bien dans ce secteur-là, c'est... Thermo Fisher. Voilà. Donc, en Thermo Fisher, en date d'aujourd'hui, vous constatez qu'elle avait tendance à se changer à près de 25 fois les bénéfices. On revient à peu près au niveau ici de 20 fois les bénéfices. Pour cette compagnie, ça commence à être intéressant. OK? Ça commence à être intéressant. Donc, c'est une entreprise, si vous la suivez, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Si on regarde à peu près rapidement ici, Thermo Fisher du point de vue marge, etc. Je sais que d'habitude, ce n'est pas une entreprise que vous avez tendance à rencontrer. De toute façon, sur cette chaîne, je parle des entreprises qui, moi, m'intéressent, OK, de manière générale. Donc, grosse margin, assez stable, marge EBITDA de plus en plus croissante. Donc, ça dit qu'à ce niveau-ci, au niveau des dépenses opérationnelles, on est de plus en plus efficient. OK, vous avez le net income, free cash flow, etc. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur Thermo Fisher il y a très, très longtemps. Donc, on continue. Je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire sur ce secteur d'activité, mais ça pourrait représenter des opportunités. Donc, comme c'est Thermo Fisher en date d'aujourd'hui, c'est intéressant à commencer à regarder cette compagnie en profondeur. De toute façon, ça fait à peu près 4 ans qu'elle fait du surplace. Et pendant ce temps,
Les bénéfices ont plutôt stagné de manière générale et on ne va pas payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Mais n'oubliez pas, au sorti de la pandémie, un peu, c'est la même histoire avec des entreprises comme... Parce que l'histoire est importante, l'historique est importante également et avec ces différentes entreprises. Elles ont gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. OK? Donc, il y a un certain ralentissement. On revient un tout petit peu à la normale. Certains vont dire ici que oui, mais c'est une décroissance. Mais attention, vous avez vu une entreprise qui a presque doublé son chiffre d'affaires en 2 ans. Je dis bien en 2 ans, elle a doublé son chiffre d'affaires alors qu'il lui a fallu près de 5 ans pour le faire précédemment. Donc, dites-vous à un moment donné, il y aura un certain ralentissement. OK? Donc, c'est normal. C'est totalement normal. Ce n'est pas une industrie en décroissance. Donc, comme je l'ai dit tantôt, intéressez-vous à ce secteur d'activité. Je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Donc, je continue ici et je termine. Donc, en résumé, le paysage de la santé en ce début 2025, enfin quand je dis de la santé, entre parenthèses, les entreprises dans le segment, dans l'industrie des outils et services de santé, des outils et services des sciences de la vie, les pharmaceutiques et les biotech. OK, parce qu'on va parler d'autres entreprises dans le secteur de la santé ici, comme les managed care, comme, enfin, donc les compagnies d'assurance. On va parler des distributeurs également. On va parler également des établissements de santé. On va en parler tantôt. Donc, quand je dis santé, c'est une partie. Retenez ici que je veux mentionner juste ces 2 éléments-là. Donc, c'est une erreur de ma part, mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, le paysage de la santé en ce début 2024 est marqué par une dualité. D'un côté, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques surfent sur une vague positive portée par l'innovation, des lancements réussis et une gestion efficace. De l'autre, le segment des outils et services de sciences de la vie fait face à des vents contraires avec des clients plus hésitants dans un climat économique incertain. Pour les acteurs du secteur, l'enjeu sera de s'adapter à des dynamiques contrastées. Les entreprises de pharma et biotech semblent bien armées pour maintenir leur élan, tandis que les fournisseurs d'outils et services devront peut-être repenser leur stratégie pour renouer avec la croissance. Donc, une chose est sûre, dans ce secteur en perpétuelle évolution, la résilience et l'innovation restent les clés du succès. Donc, il faut rester à l'affût ici, car le prochain trimestre nous réserve sans doute de nouvelles surprises. Donc, pour ceux qui suivent le secteur ou bien ceux qui n'ont pas les moyens de le suivre ici, on a tendance à le faire dans le service Top Premium. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, généralement ici, si vous suivez le secteur, notamment, il faut prendre à peu près identifier 3 grands leaders dans ce secteur d'activité-là et avoir tendance à les suivre. Si vous allez voir à peu près que c'est surtout ils racontent généralement ici les mêmes choses. OK? Bref, je vous donne un tips par là pour ceux qui veulent continuer à le faire ici. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse afin d'investir avec conviction, vous pouvez nous retrouver ici dans le Top Premium. Merci, au revoir.